de l'adolescent d'ailleurs, De pas l'adolescent féminiser et de les deux, l'adolescence. Oui. oui, à l'ULiège. Et puis Antoine Janvier, qui œuvre lui aussi au sein de l'ULiège, vous devez vous croiser de temps en tant que professeur et chercheur en philosophie politique et philosophie d'éducation. C'est ça, oui. Quand je vous disais que j'étais impressionné, hein. Alors, Antoine, je vais vous poser la première question pour démarrer ce débat, puisque vous vous intéressez à la politique. La région dans laquelle se situe l'action du film, c'est cette fameuse Rust Belt, la ceinture rouillée, comme on l'appelle, des États-Unis. Cette région dans laquelle on dit que Joe Biden a gagné la dernière élection présidentielle. Mais doit-on dès lors considérer ce film comme un document intéressant sur les adolescents outre-Atlantique, ou bien pour vous, il a vraiment une valeur universelle, il nous concerne tout autant on est peut-être aussi dans une ceinture rouillée ici, hein. Je ne porterai pas un diagnostic aussi précis sur notre situation. Je ne suis pas sociologue, hein, ni politologue d'ailleurs, donc, et pas spécialiste des États-Unis. Par contre, je ne suis pas sûr que le film soulève des questions universelles, mais je crois qu'il soulève des questions actuelles qui nous concernent toutes et tous, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mhm. Et en particulier, je dirais que ce qu'il y a de frappant dans ce film, qui tourne autour d'un moment de passage, de transition, hein, Mhm. qui n'est pas tellement le moment de l'adolescence. Bien sûr, le film parle d'adolescent, mais il parle de la sortie de l'adolescence, en réalité, hein, du passage de l'adolescence à l'âge adulte, et de la façon dont ce passage rejoue, pour différentes raisons sur lesquelles on reviendra sans doute, toute l'histoire du sujet depuis son enfance. Voilà. Et à cet égard, je pense que déjà, par ce bout-là, il soulève des questions qui nous concernent et qui sont Mhm. actuelles, parce que je crois que ça aura frappé tous les spectateurs et spectatrices de ce film, c'est que ce qui est au cœur du film, c'est la violence conjugale et intrafamiliale, et la façon dont, au fond, elle ne cesse de se rejouer, bien que de différentes manières, et la façon dont les individus qui sont concernés par elle se trouvent pris dans cette violence Mhm. avec laquelle ils ont à composer, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un film sur lequel il y a plusieurs entrées possibles. Disons qu'on a pris un peu le prétexte de cet auto-filmage par Bing Liu de lui-même et de ses camarades pour réfléchir un peu peut-être à cette pratique qui s'est vraiment répandue chez les adolescents aujourd'hui de se filmer eux-mêmes avec les smartphones. Alors Martine, cette pratique, à votre avis, elle est induite par les, projets de les progrès de la technologie, des smartphones, ou bien elle est inhérente à cette période de la vie de, de- 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 de l'adolescence? Est-ce qu'on a besoin de cette sorte de narcissisme pour se construire? Alors, c'est une vraie question, une grosse question, mais moi, je voulais juste faire la différence, finalement, Mhm. entre la réalisation de ce film par Bing, qui est absolument extraordinaire et qui propose justement tout un travail, finalement, d'élaboration et de liaison entre, en effet, l'histoire d'enfants. Le gap, c'est la vulnérabilité, le trauma de l'enfance, la violence intrafamiliale, tout, voilà, toute l'histoire d'enfants qui, donc c'est des histoires cabossées, ce sont des histoires de trauma. Et c'est la façon aussi dont ça se répercute dans la suite de l'histoire Ouais. de chacun, qui est magnifiquement dévoilée, montrée. Alors, il n'y a pas de théorie là-dedans, c'est justement filmé de façon dans le temps par Bing, qui lui-même fait un travail aussi de réalisation et de liaison extraordinaire entre sa propre enfance et la façon dont il est devenu aussi, quelque part, un adulte, et la façon aussi dont il le dit lui-même dans le documentaire, que quelque part, le gap, c'est-à-dire le trauma, la maltraitance du beau-père sur lui-même, la violence, la question de la violence, c'est aussi sa question. Comment est-ce qu'elle peut aussi s'élaborer? Comment est-ce qu'elle peut être travaillée quelque part? Alors on a Zach qui a énormément de difficultés pour en même temps traverser tout ça. Et puis qui dit à un moment donné aussi à Bing, mais toi, tu arrives en fait finalement à faire d'une expérience négative quelque chose de créatif Positif. et de positif.
Et puis finalement, on verra que Zach, il arrive aussi à devenir quelque part un adulte qui veille sur son enfant, qui revient aussi à quelque chose de plus soucieux aussi Parce que voilà, lui, des autres il a cette et expérience peut-être de aussi de paternité lui-même. pendant, Ouais. pendant le film. Donc, enfin, moi, je pense qu'il faut faire la différence par rapport à votre question entre justement ce travail de réalisation qui se fait par le biais de la caméra, en effet, qui se fait par le biais aussi des interviews, des questions qu'il pose et ça, mais qui n'a strictement rien à voir avec le selfie. Donc, le selfie, Je vois bien. qui est l'auto-selfie, c'est se photographier soi-même, c'est se mettre en scène et projeter cette mise en scène sur les réseaux sociaux ou sur voilà, l'espace des regards des autres sur ce qui a été pris en photo ou la mise en scène qui est proposée. Je suis d'accord, hein, qu'on a, Donc, c'est pas du comme tout dans la le même bon vieux chose. temps de l'écran témoin, on a peut-être un peu C'est ça, tordu la réalité pour arriver à un débat. En voilà. même temps, moi, j'étais quand même troublé, surtout vers la fin du film, on peut le dire, puisque tout le monde l'a vu maintenant. euh, Zach a quand même, Bing a cette expérience incroyable où il interroge sa mère, où il va très très loin. Et il tisse des retrouvailles aussi avec la Oui, mère. Hein. Enfin, il filme tout ça Mhm. et puis il va quand même le montrer dans les festivals Bien et à la sûr. télévision. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans le selfie, mais Ouais. on est quand même dans une sorte de monstration de quelque chose qui relève profondément de l'intime. Et qui relève de son intime, de l'intime de tous ces Oui, ados-là aussi. Et c'est, voilà. Mais qui en effet relève de l'intime, tout en étant quelque part aussi travaillé, je trouve. mhm, Tandis que dans le selfie, enfin, si on s'en tient ouais, uniquement à le fait de s'auto-photographier, se mettre en scène, se filmer et projeter ça sur l'espace qui est quand même l'espace public, celui du regard des autres, mhm, sur mhm. soi-même aussi, par l'intermédiaire de la photo, par l'intermédiaire de l'image et par l'intermédiaire de la mise en scène, qui, quelque part, colmate les rides, la vulnérabilité, le gap, là, Oui, c'est-à-dire tout ce qui fait trou, tout ce qui fait justement faille et qui est propre à l'adolescence, parce que justement l'adolescence est aussi déclenchée par une modification du corps qui se sexualise en un très court laps de temps mhm, et qui met aussi l'adolescent, mais d'abord l'enfant, dans toute une transformation qu'il n'a pas demandé et qui il se retrouve aussi finalement dans la confrontation avec ce nouveau corps qui l'engage aussi dans sa relation avec les autres et qui le met à mal, dans un premier temps en tout cas, puisqu'il attrape dans un temps très très court un autre corps qui est un corps mhm. doté de la sexualité, de la possibilité de l'actualiser, et en même temps un corps qui devient un corps d'adulte euh, dans un très court laps de temps. Donc il y a tout un travail d'appropriation qui doit se faire aussi pour chaque ado par rapport à ce nouveau corps, Mhm. qui engage aussi l'adolescent, évidemment aussi dans une autre relation avec ses parents. C'est plus les parents de l'enfance, c'est aussi les parents voilà, avec lesquels il y a quelque part, même si ce n'est pas conscientisé non plus par tout ado, mais en tout cas, il y a la sensation aussi qu'il faut prendre distance, même une distance physique par rapport aux parents, liée à tous ces changements-là. Donc, cette prise de distance-là, je trouve qu'on la voit aussi dans le documentaire, Mhm, elle est mhm, montrée aussi par le fait qu'il y a une espèce aussi de fuite du chaos de l'enfance, et la chambre de Kerr, par exemple, qui est absolument bordélique, et le contraste aussi avec ce qu'il trouve dans le skateboard, la fluidité, la liberté, le mouvement, la confiance dans le corps et sur le socle du skateboard, qui est donc une espèce d'allégorie aussi de tout ce qu'ils peuvent trouver aussi dans leur corps à travers cette liberté-là, ce mouvement-là, cette fluidité qui restaure aussi narcissiquement le corps
et en même temps une allégorie parce que c'est tous les obstacles de la rue, de la ville, de la Ah oui, vie oui. qui sont absolument génialement, comment Oui, dire, symbolisé, enfin, ben cette sorte de oui, métaphore permanente. traversé, En plus, il saute des murs, il c'est contourne. merveilleusement cinématographique en Voilà. plus. Hein. Je veux dire, c'est tellement beau à Donc au regarder. niveau du narcissisme, je trouve que là, dans le skate en tout cas, et le fait de se retrouver dans une espèce de famille aussi, enfin, je trouve que de nouveau, c'est bien expliqué, c'est-à-dire que c'est Kerr qui, quelque part, est introduit par Zag Ouais. dans la nouvelle famille des copains, parce qu'au moment où Kerr vit un truc qui est vraiment pas supportable, Ouais. qui est donc la violence du père aussi, et puis dès le moment où il se dispute avec son frère, et il y a le skateboard là qu'il est amené à casser. Enfin, je pense que c'est aussi le skate une représentation et un prolongement de son propre corps et de sa propre colère, enfin, qui casse aussi, voilà, voilà ce qui représente aussi quelque part le conflit avec le frère, le conflit évidemment avec le père aussi. Enfin, il y a énormément de choses dans ce film, énormément. Et donc, On à vous la écouterait des différence, heures. voilà. Alors, à la différence du selfie, alors pour en revenir justement au Oui. selfie, je pense que le selfie ne, ne propose pas un travail comme celui que Non. réalise Bing, mais par contre propose juste une comment dire, une façon aussi de proposer un prolongement narcissique de soi, mais dans une forme d'idéal. C'est-à-dire que ce qui est montré, c'est de beaux espaces, on est dans un bel espace, on est avec les copains-copines, on est magnifiquement présentable et présenté Par les euh, filtres, etc. Enfin, par la, donc c'est un peu le contraire. Quoi. par la mise en scène, par On l'image. livre une fausse image. Alors, voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi à mettre en lien avec la vulnérabilité aussi de l'adolescent, qui, quelque part, a besoin aussi, finalement, du regard de l'autre et des autres, même que lui, et du regard aussi des autres comme les adultes, pour le restaurer aussi, pour que, finalement, on lui rende aussi, quelque part, une belle image de lui-même. Alors je me tourne vers le philosophe de l'éducation, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire. Bon, c'est vrai que les hommes et le patriarcat en prennent pour leur grade dans le film, parce que la violence vient essentiellement des pères. Hein. Bon, alors, avec les mêmes réserves, hein, je sais que c'est pas un film sur les selfies, mais comment vous voyez les choses je sais que c'est dans cette évolution, enfin, qui est un petit peu vertigineuse quand même. Enfin, je veux dire, le nombre de jeunes qui pratiquent l'autofilmage. Ouais, je dirais que moi je ne mettrais pas tout sous les mêmes catégories, par exemple, concernant le selfie. Je ne sais pas si prendre une photo de soi-même, ça répond toujours, hein, dans le cadre de ce qu'on connaît bien, des réseaux sociaux, etc. Même si je suis d'accord qu'il y a une part de ce que Martin Stassar indiquait, je ne suis pas sûr que ça relève toujours de ce type d'opération, de prolongement narcissique de soi qui conjure, qui refoule, qui décale la vulnérabilité avec laquelle on est mal à l'aise, quoi. Je pense qu'il peut y avoir aussi des formes de mise en scène de soi ou de pratiques sociales liées au selfie qui ne relèvent pas de ce type de dispositif, quoi. Donc je pense que sous selfie, il y a des choses très différentes qui se font, qui se vivent, qui s'éprouvent et qui font sens. Ça, c'est une première remarque, disons, liminaire. Maintenant, pour prolonger sur ce film, moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, et pour creuser la remarque faite par Martin Stassar, quoi, qui était que c'est pas tout à fait la même chose que des selfies, ce qui se passe dans ce film. Mais comment est-ce qu'on peut convertir ça en quelque chose d'intéressant à dire sur le film lui-même? Mais c'est que ce qu'il y a de frappant dans ce film, c'est que les smartphones sont au fond très, très absents. Ouais. Hein, on les voit très peu. Il y a une scène qui m'a frappé, il y en a peut-être d'autres, hein, j'ai pas, bon. C'est celle où on fête l'anniversaire du petit Elliot, c'est 1 an, et où on voit une partie de la famille qui est là, avec, comme on voit tous maintenant désormais, hein, en train de filmer l'opération. Et évidemment, quand on est un peu intello, on se dit tout de suite, on a une remarque comme ça en tête qui nous vient de
de vieux intellos qui déjà faisaient la critique de la photographie. Il n'y avait pas besoin de smartphone pour râler sur les pratiques de ses contemporains et pour dire qu'au fond, on s'empêchait de vivre le réel qu'on photographiait parce qu'on passait son temps derrière son appareil plutôt qu'en contact avec cette réalité. Bon, donc on a plutôt... Mais même ça, même cette scène-là, elle n'a pas l'air de relever de quelque chose qui met l'écran au centre de l'affaire. Hein. C'est pris comme une pratique coutumière. Par contraste, qu'est-ce qui se passe dans ce film, je trouve de frappant, c'est que l'opération du réalisateur, bien sûr, il avait sa caméra qui filmait les exploits, on pourrait dire, de skateboard de ses copains, où il se filme lui-même, etc. Bien sûr, il y a de ça, mais je pense que ce qui fait qu'il y a un film, c'est qu'il revient avec une caméra et un dispositif cinématographique tout autre, en particulier pour les deux mères, hein, la mère de Keiré et sa propre mère, et qui fait précisément césure dans le, on va dire, le flux quotidien des rapports qu'il a avec les uns et avec les autres. De sorte que la caméra, plus exactement l'ensemble du dispositif cinématographique, vient introduire, je dirais, plutôt que du bouclage de soi sur soi, de l'extériorité. La caméra et tout le dispositif vient casser un coin, on pourrait dire, dans les images que les uns et les autres se renvoient dans la vie quotidienne, comme ça nous arrive à toutes et à tous, quoi. Et je pense que ça, c'est très frappant, c'est-à-dire que l'introduction d'un dispositif cinématographique dans le film par quelqu'un qui devient réalisateur et qui, au fond, nous raconte aussi son devenir réalisateur par là même, c'est une manière de traiter de ces sujets actuels qui sont situés, qui sont la question de la violence conjugale, donc familiale, etc. Et la question de la violence raciale, qui est aussi une autre thématique centrale. Évoqué, Voilà. oui, absolument. Moi, une scène qui m'a frappé, c'est vraiment la scène d'ouverture. Franchement, je me la suis repassée d'ailleurs parce que c'est cette scène où ils escaladent un bâtiment et en fait, ils vont pas jusqu'en haut. Ils n'y arrivent pas. Ils ont peur et ils disent clairement, explicitement, je veux pas mourir. Enfin, je n'ai pas envie de mourir, quoi. Alors qu'on pourrait penser qu'ils sont dans une situation quand même très désespérante. Et donc, je me suis dit aussi que cette volonté de se filmer, c'était aussi une manière de ne pas mourir, quoi. Oui, sans doute, Oui, sans docteur. doute. Enfin, mais c'est sûr que pour Bing, c'est aussi une façon de ne pas mourir. Hein. Ouais. Toute cette réalisation-là, oui. Alors la première scène, en effet, mais en même temps, ils transgressent. Hein. Ouais. Ils sont dans les issues interdites, là, ils transgressent, ils essayent d'aller très très haut pour faire voilà, des expériences de skate de là en haut. En même temps, voilà, ils modulent. Il y a une part d'interdit, il y a une part de transgression, il y a une part d'expérimenter aussi ses limites, enfin, et d'aller au-delà des limites, et puis après ils renoncent. Donc, ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon, vous avez peut-être vu que j'ai pris la tablette, c'est pas pour faire un selfie. C'est pour vous rappeler, amis spectateurs qui nous regardez de là où vous êtes, que vous pouvez interagir dans notre débat. Hein. Il y a une petite fenêtre sur le côté de votre écran où vous pouvez chatter, comme on dit. Hein. Vous pouvez laisser des commentaires. Chatter, c'est l'action du tchatcheur, je pense. Mais je voudrais revenir, Martine, sur une des choses. Vous avez dit beaucoup de choses. Et vous avez parlé aussi du changement du corps à l'adolescence, qui est sans doute la sexualisation du corps. La sexualisation du corps. Et moi, je suis très frappé parce que j'essaie de ces temps-ci de comprendre comment fonctionne TikTok. Je suis vieux, hein, donc c'est pas mon réseau. Donc j'y vais, je zappe, et je suis complètement abasourdi par l'érotisation des jeunes filles ou des petites filles carrément qu'on découvre sur TikTok. Ça sort d'où ça? Parce que c'est l'auto-mise en scène de nouveau. Donc on ne peut pas dire que ça soit une volonté machiste du père ou... Enfin, rien à voir. Rien à voir. Non, mais éclairez-moi. Enfin, rien à voir, non. Mais ça a à voir, en effet, avec le corps et la sexualisation du corps à l'adolescence. Qu'est-ce qui déclenche l'adolescence? C'est la puberté, c'est ce tsunami-là, pulsionnel, qui envahit le corps de l'enfant et il doit faire avec. Mais en même temps, c'est pas rien. Hein. Donc, cette sexualisation-là,
elle atteint d'abord le corps, elle atteint aussi évidemment toute l'intériorité aussi hein, de l'adolescent, et elle le plonge dans une sexualisation aussi de la relation à l'autre, Ouais. et aux parents en particulier, enfin d'abord et avant tout aux parents. Donc il y a déjà tout ce travail dont je parlais tout à l'heure pour l'ado, de distanciation à avoir et de pouvoir sentir aussi comment moduler la distance hein, avec les parents dont on a toujours besoin, comme balise, comme repère aussi structurant, identificatoire. Là aussi, on le voit dans le film que finalement Zach, grâce aussi au père, dont il s'est quelque part différencié, opposé, etc. Mais en même temps, le père est menuisier, charpentier, Ouais. il s'identifie aussi au père. Enfin, on voit le double mouvement chaque fois. Enfin, bon, bref. Voilà, donc TikTok, c'est des adolescents qui se mettent en scène de nouveau dans une proposition très érotisée, trop sexualisée, enfin très 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 sexualisée, et qui quelque part aussi propose la question de la sexualité. Enfin, moi je pense que c'est aussi une façon à travers la danse, enfin la danse, c'est aussi une renarcissisation du corps, de la relation à l'autre. Enfin, il y a de nouveau une mise en scène qui est très parlante, très signifiante de ce qu'ils sont en train de traverser, donc de leurs propres questions, en fait. Mhm. Et en même temps, dans une proposition de regardez-moi aussi, Ouais. répondez. Ah oui. Donc, il y a tout un questionnement, moi je trouve, de l'adolescent, là, des adolescents qui entre eux aussi se rehaussent aussi narcissiquement, enfin se confrontent aussi narcissiquement. Enfin, il y a une espèce de compétition aussi de qui va être Oui. aussi le plus original, le plus créatif. Il y a aussi ça, et en même temps, il y a une mise en scène, il y a une proposition de s'exhiber dans ce type de questions-là, en demandant aussi, quelque part sans le dire comme ça, le regard et le retour de l'autre. Mais est-ce que l'autre est vraiment vécu dans l'altérité? Moi, je ne pense pas. C'est une forme de reflet aussi dans l'identique aussi. Et donc, qu'est-ce que... Enfin, tu Oui. parlais tout à l'heure, Antoine, justement l'effet tiers que Bing propose dans sa réalisation. Dans le dispositif de caméra, il propose à un moment donné le tiers. C'est-à-dire que la caméra vient se poser comme un tiers qui raconte l'histoire, qui fait le lien. Dans le selfie et les TikTok et la mise en scène, il n'y a pas véritablement de tiers. Hein. On est dans l'effet miroir on aussi, lui demande quelque juste part. l'approbation, le Voilà. like. Voilà. Mais c'est très, 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 comment dire, ça intéresse bien sûr les ados parce que ce sont aussi leurs mouvements et narcissiques et pulsionnels et créatifs qui sont aussi là-bas, dans la danse, dans les propositions chorégraphiques, dans tout ce qu'ils vivent, bah, c'est proposé aussi. Donc c'est aussi quelque part attendu que les ados adorent ce genre de truc aussi. Et en même temps, c'est très enfantin, enfin je veux dire enfantin dans le sens où ça parle aussi de l'enfance. Oui. On a des espèces de petites scénettes comme ça. Et puis, ils sont super maquillés comme Grands. voilà, plutôt plus âgés et maquillés, etc. Donc, on est vraiment dans la transition entre l'enfance et la sexualisation et le devenir adulte. Voilà. Mais moi, enfin, voilà. Est-ce que pour le chercheur en philosophie politique et de l'éducation, les réseaux sociaux, c'est un terrain d'étude? Je ne sais pas si c'est un terrain d'étude, mais je dirais pas ça, en tout cas pas pour moi concrètement. Ça pourrait l'être, hein, peut-être, mais pas pour moi concrètement. Maintenant, Et qu'est-ce que vous faites? voilà, c'est une autre affaire. Mais déjà, peut-être pour répondre pour une part à cette affaire de réseaux sociaux et de pratiques de la jeunesse, on va dire, des enfants ou des adolescents sur les réseaux sociaux, je dirais que moi, la façon dont je fais de la recherche en philosophie sur des questions d'éducation, c'est que j'essaye, comme je peux, de ne pas trop prendre ce dont je parle comme objet. Je vais m'expliquer.
on n'a pas le même âge, mais on a déjà un certain âge. Ça veut dire qu'on n'a pas l'âge des gens dont on parle ici, n'est-ce pas? Et ça, peut-être, c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on veut rendre compte de l'expérience réelle à laquelle on a affaire. Je pense que c'est tout différent, en l'occurrence, quand on est psychothérapeute et qu'on a sans doute des échanges qui changent la nature même de ce qu'on peut dire. Mais en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de parler autant que possible depuis, plutôt qu'à propos de ce qui se vit. À cet égard, bien, je dirais que la première chose que je me dis toujours quand je vois un dispositif nouveau comme TikTok ou je sais pas quoi, auquel j'entends pas grand-chose par ailleurs, arriver sur le marché, parce que c'est un marché et donc ça ne tombe pas non plus de nulle part. De même que les opérations de violence sur les corps via la sexualisation des corps, c'est un marché. Bon, il faut pas non plus l'oublier. Donc c'est pas quelque chose que voilà qui se comprend juste depuis la construction subjective des personnes concernées. Mais quand je vois arriver quelque chose comme ça sur le marché, je me dis simplement d'abord, bon, déjà Facebook, quand c'est arrivé il y a longtemps, c'est déjà dépassé pour plein des jeunes hein, dont il est question. Déjà Facebook, on avait crié à la catastrophe parce que c'était l'ère du regard narcissique et complaisant sur soi-même, du bouclage de l'image de soi, etc., etc. Je pense que on voit que c'est un peu autre chose aussi. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais que c'est un peu autre chose aussi, que Facebook c'est aussi autre chose, qu'il y a d'autres types de rapports qui se nouent à cette occasion-là, quoi. Voilà. Alors moi, je pense vraiment que sur cette histoire de réseaux sociaux, de selfies, de construction narcissique, etc., je pense qu'il y a deux choses qu'on ne doit pas oublier. La première, c'est que l'adolescence, c'est bien sûr une période de trouble, de questionnement sur son identité, notamment eu égard au corps qui se transforme, mais pas seulement. C'est aussi un questionnement sur la place ce qu'on voit bien dans le film, la place qui nous est réservée, on va dire, dans l'ordre social dans lequel on s'inscrit. Bien sûr, c'est tout ça, mais l'adolescence, c'est aussi, le tsunami dont tu parlais, c'est aussi quelque chose comme, je dirais pas l'explosion, mais la manifestation brute, puissante d'un désir. Et ça, c'est des phrases qui m'ont frappé dans le film. Hein. J'ai toujours voulu plus de la vie et de l'endroit où j'étais. Zach dit ça au début, c'est une phrase bouleversante, magnifique, parce qu'on sent bien quelque chose qui s'est joué dans l'adolescence et qui relève de la découverte de son propre désir, de sa puissance et de son orientation. Et je crois que quand on parle de l'adolescence, eh ben, on peut peut-être chacun penser à la sienne et se rappeler que quand on a 15, 16, 17, 18 ans, c'est ça qui nous arrive. Hein, bien sûr, le corps se transforme, bien sûr, on a des questions sur nous-mêmes, sur ce qu'on va faire dans la société, mais d'abord, il y a quelque chose comme du désir brut qui nous transperce d'une certaine façon. Bon, ça, c'est la première chose, je pense, qu'il faut bien se dire. Et la deuxième chose, c'est que ce désir brut, il est toujours en disjonction, il n'est pas accordé, et l'accord qui va se passer est toujours violent, il n'est pas accordé à l'ordre du monde dans lequel il émerge, et en particulier à l'ordre social. Et aux formes de violence sociale. Et je trouve que le film est très très fin là-dessus parce qu'on voit bien que tous les personnages sont traversés par ce désir et ce désaccord. Et entre eux. Par exemple, le travail qui est fait par le réalisateur sur le rapport entre Zach et sa compagne Nina. Enfin, c'est un travail époustouflant pour montrer cette façon dont deux désirs se heurtent, et il y en a un qui est la violence n'est pas égale hein, du tout mais deux désirs se heurtent et ça s'inscrit dans des formes de violence avec lesquelles chacun se dépatouille, quoi. Alors figurez-vous que les spectateurs commencent à intervenir, mais c'est bien parce que ils vont nous pousser, vous allez voir, il y a deux questions là, à revenir sur des points qui ont été soulevés, mais qu'on va peut-être un peu approfondir. Il y a une première question, mais je vais vous les donner les deux, hein, où quelqu'un nous dit: se filmer et partager son image sur les réseaux est-elle aussi une manière de s'éloigner de ses parents, de prouver qu'on est adulte et de donc prendre ses distances par rapport aux adultes dont on dépendait? Et l'autre question, le film ne met-il pas également en lumière le racisme qu'il peut y avoir au sein même d'un groupe d'amis? Alors, qui prend quelle question? Je vais bien prendre la première question. Voilà, rapport aux adultes. En essayant d'y réfléchir un petit peu.
bien sûr que oui, c'est une première tentative de prendre distance par rapport à l'intrafamilial, par rapport à la relation aux parents, en quelque sorte, trop proche, trop dangereuse à ce moment-là, justement, de l'adolescence et de la puberté et de la sexualisation. Mais ce n'est qu'une première étape, dans le sens où Facebook, ou les réseaux sociaux, etc., permettent aussi une distance. On n'est pas dans la vraie vie, on n'est pas dans la vraie relation. On reste derrière l'image, derrière l'écran, derrière le virtuel et derrière l'image surtout. Et que donc, c'est une protection. C'est une première protection que l'ado choisit d'une certaine façon. Enfin, on parle des ados, il y a des adultes qui utilisent Facebook, évidemment, mais bon. Mais donc, là, par rapport à la question, oui, c'est une première tentative de prise de distance, de retrouver aussi le groupe des pairs, c'est-à-dire les mêmes que soi, sur un réseau. PAIR. PAIR, évidemment, hein, oui, pas le père, mais PAIR, bien sûr, les mêmes que soi, en appartenant quelque part à une certaine famille, comme on le voit dans le film aussi. Kerr, il est introduit par Zag, parce que Zag prend sa défense au moment où on lui a donné un coup dans le ventre et il est meurtri et il se sent humilié. Zag reconnaît Kerr en lui disant « tu es des nôtres, je te mets sous ma protection » en quelque sorte. Donc il y a un phénomène comme ça aussi chez l'ado qui va trouver dans son réseau d'appartenance Facebook, enfin on va faire court, hein, mais qui reste virtuel, qui reste pas dans la vraie relation et rapport à l'altérité. Parce que ce qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est du même aussi qui revient. C'est-à-dire je like, et donc je reçois moi des likes. Et quelque part, quand je ne reçois pas ou que je reçois l'autre, enfin l'effet bascule, c'est-à-dire c'est noir ou blanc, hein, ça peut être très haineux, comme ça peut être très pathétiquement magnifique, voilà. Et bon, donc c'est à double tranchant aussi pour l'ado d'être dans cette première étape et de prise de distance-là, qu'il retrouve par ailleurs, mais dans la vraie vie, quand il intègre le groupe des copains-copines, qu'ils sont ensemble aussi sous la même presque identité collective aussi, la même musique, les mêmes fringues, enfin, il y a quelque chose aussi qui les porte et qui les apaise d'une certaine façon aussi, parce qu'on est dans le même et qu'ils vivent tous les mêmes questions, les mêmes troubles. Enfin, on voit très très bien ça dans la bande Zach, Kerr et les autres, et que le skateboard là, dans cette vie-là, à leur bande, elle les lie et elle leur permet de vivre ce même mouvement aussi de libération, de distance par rapport aussi à leurs difficultés familiales tous, et en même temps, ça permet la fluidité. Bon, donc, dans le groupe des pairs, dans la vraie vie, c'est pareil. Je pense que à être en relation, à pouvoir se parler, vivre les mêmes sensations, les mêmes choses, c'est apaisant. Et ça permet justement une transition aussi par rapport à ce travail de distanciation, de séparation, d'individuation qu'ils doivent tous faire par rapport à leur enfance, par rapport à leur propre famille, etc. Donc oui, mais c'est pas ça qui va permettre non plus de vraiment se séparer, de vraiment entreprendre le vrai travail d'individuation. Et je pense que le vrai travail, il passe par l'autre. Il passe par la réalisation d'une vraie relation à l'autre et à l'altérité. Et ça pose évidemment une vraie question pour l'ado. Et alors, dans ces groupes très importants, hein, où on se reconnaît par la pratique, en l'occurrence un sportif du skate, ce qu'on disait, la musique, il y a malgré tout, et alors qu'on vient de le rappeler, c'est Zach qui a coopté qui est devenu son ami noir, il y a quand même le racisme. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Moi, je vous avoue que je l'avais pas. C'est la question qui m'y a fait réfléchir. J'y avais pas pensé sous cet angle-là.
Oui. que le film traite de la question du racisme, oui, mais je l'avais pas vu comme centrale dans les rapports entre Zach, Keir et les autres. Maintenant, ce que je me suis dit à partir de la question, c'est ceci. Il y a un moment où Keir se retrouve avec la bande de plus jeunes Oui. skateurs hein, Oui. qu'il a rencontrés, et où il parle du racisme. De son père aussi, qui de son disait, père qui disait dit sois fier d'être un noir. exactement, Et en et même il y a temps, un Kerr, il dit, il y a un des mais, copains mais qui si on n'est pas intelligent, comment est-ce qu'on peut être Fier. assumer justement le fait d'être noir? et il y a un des copains qui dit mais non mais quand on est blanc racaille c'est en gros hein, c'est aussi difficile, et puis il y a un autre copain blanc qui dit non mais attends tu déconnes, tu comprends quand même bien que pour ton boulot etc. Bon, donc il y a cette discussion là avec les plus jeunes, avec une génération plus jeune, c'est important hein, je crois. Et par contre avec on va dire les copains de sa génération, Zach et les autres, j'ai pour ainsi dire pas vraiment entendu parler de, enfin ils n'ont pas parlé de ça hein. Et donc je dirais qu'il y a deux choses qui sont frappantes et qui me viennent à l'esprit grâce à cette question quoi. C'est la première, c'est que le racisme c'est non seulement des attitudes effectives de violence raciale discursive ou de pratique, mais c'est aussi la façon de mettre un voile sur les violences subies par les autres. Et donc je dirais que s'il y a du racisme entre ce groupe d'amis, Zach, Keir, etc., c'est peut-être par ce bout-là. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes. Hein, ça veut dire qu'il y a du racisme, que le racisme est une composante structurelle de nos formations sociales, et que quand bien même nous ne prenons pas des actes nous-mêmes racistes, nous sommes vecteurs, ne fût-ce que par le silence, d'un racisme qui est là. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas par hasard que ce soit avec ces plus jeunes que ces questions soient abordées de cette manière-là. Je trouve la scène est magnifique, et le type de rapport à ces questions dont ça témoigne est vraiment bouleversant aussi. Il se passe quelque chose pour le moment, voilà. Et peut-être que les jeunes générations sont un peu moins nulles que celles auxquelles nous avons participé à cet égard. Mais oui, mais j'aime bien l'angle. Oui, c'est tout à fait. Ah, Oui, c'est vrai. Mais alors, on va tout doucement vers une clôture du débat. Hein. On a encore le temps de s'exprimer, mais je voudrais quand même, puisque vous êtes tous les deux chercheurs, enseignants, thérapeutes, aller vers quand même une question plus brutale. Finalement, ces réseaux sociaux, ces selfies, qui sont vécus comme des amis et des adjuvants par les adolescents, ils y vont. Vous les voyez comme des ennemis, ou c'est quelque chose il faut vivre avec, ou hélas, ou bien il y a une vertu. Est-ce que les réseaux sociaux et la pratique du selfie auraient des vertus? Moi, je dirais que ça dépend de nouveau de l'angle et du niveau auquel on se place. C'est-à-dire que si on prend à un niveau individuel, les réseaux sociaux peuvent donner le meilleur, mais en même temps peuvent faire des dégâts individuels graves. Donc moi, dans ma pratique clinique avec des adolescents, ça peut réellement détruire. Justement parce qu'on n'est pas dans la nuance, on n'est pas dans quelque chose qui propose un tiers, qui propose une mise en perspective. On n'est que j'aime, j'aime pas. Je te retourne, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau, ou bien je te déteste, je t'éjecte, je te détruis. Donc, pour l'adolescent qui est dans cette vulnérabilité-là, qui est dans cette histoire-là de construction, qui a infiniment besoin du regard, mais un regard structurant aussi, de ses parents, voilà, et en même temps des autres, puisqu'il dépend aussi terriblement des autres et du groupe des pairs aussi. Enfin, je veux dire, ce qu'on assiste, la scène en effet magnifique à laquelle on assiste dans le documentaire, c'est aussi grâce à la relation qu'ils ont et que les autres peuvent dire aussi, mais non, enfin bon, nous aussi on vit ça comme ça, etc. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas possible non plus d'avoir cette nuance-là qui est apportée et qui est signifiée aussi à l'adolescent. Donc l'adolescent, il se retrouve aussi projeté devant quelque chose qui est du clivage et qui peut le détruire, vraiment.
Et Voilà. alors, j'enchaîne. Le monde de l'éducation est-il armé pour faire face à ce danger que j'entends bien réel? Est-ce qu'on fait quelque chose? Quel discours on tient aux ados par rapport à ça? Oh là là, mais moi je ne suis pas éducateur ni Non, prescripteur en matière d'éducation, donc non. j'ai pas, et je Vous ne suis pas non réfléchissez, plus, oui, oui, vous réfléchissez à je l'éducation. ne suis pas non plus, je veux dire, je ne suis pas thérapeute ou clinicien, donc je n'ai pas un rapport immédiat aux souffrances psychiques, aux Non, 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 problèmes non. individuels, etc. Donc je n'irai pas m'aventurer sur des conseils, on va dire, hein, en matière de gestion de ce moment de l'existence Mais et de son est-ce que le rapport monde de aux réseaux sociaux. l'éducation, Par pour contre, tourner la question autrement, est-ce ouais, que le monde de l'éducation réfléchit j'espère. Je crois aux réseaux je crois qu'il y a sociaux? pas mal de questions qui se posent et qui sont travaillées par les acteurs du monde, les actrices du monde de l'éducation. Maintenant, moi, je crois que les réseaux sociaux, c'est une chose, et ça donne sans doute des phénomènes d'amplification et qui font changer de nature certaines formes de violence sociale, hein, du type rumeur, Ouais. humiliation, etc., etc. Donc il y a quelque chose sans doute de spécifique, mais dont la matière première, l'ancrage, est peut-être un peu ailleurs et ne dépend pas immédiatement des réseaux sociaux, ce qui ne veut pas dire que ça ne change rien. Ça, c'est une chose. Et puis alors, l'autre chose, c'est que je pense que le monde de l'éducation, il est confronté, en particulier en ce moment, savez-vous, à un autre problème que la catastrophe Facebook, Twitter, Twitch ou Ou TikTok, mais à la catastrophe d'un enseignement à distance où chacun Absolument. est prié de se faire croire et de faire croire à tout le monde que le monde continue comme si de rien, alors que la possibilité même d'une relation pédagogique réelle est brutalement atrophiée et rendue impossible. Et là, je crois que c'est un autre problème. Oui, ce On a un vrai problème et qui concerne tous nos ados, hein. Je Oui, crois, oui, oui. oui, non. Ah, évidemment. Énorme, énorme. Je crains que ce soit pour un autre débat en même temps. Voilà, mais Parce que voilà, mais c'est une, voilà, ça ouvre à cette vraie question-là. Ils ont absolument. été aussi amenés à être confinés derrière leur écran, dans l'intrafamilial, sans pouvoir expérimenter, être dehors, être avec les autres, être avec aussi l'école, la transmission de savoir avec les profs, avec les autres, dans la relation aux autres, et vivante et en 3 dimensions. Alors qu'ils en ont le plus besoin. Alors, bon, je vais évidemment vous remercier vivement parce que de l'éclairage que vous avez pu donner par rapport à ce film. J'ai bien compris que vous l'aviez apprécié tous les deux, hein. Absolument. Ouais, Bon, Ah oui. là-dessus, on est complètement d'accord tous les trois, d'ailleurs. Euh, bon, moi qui ai toutes les audaces, hein, vous disiez, je ne vais pas m'aventurer. Moi, je vais m'aventurer à vous donner un conseil, que vous soyez adolescent ou adulte. Regardez tous les films d'image et santé, parce qu'ils sont bons pour la tête. Et je vous promets que dans les heures, les jours qui viennent, il y a encore 21 films à regarder, avec 21 débats derrière qui devraient vraiment, j'espère, rendre le monde un petit peu meilleur, hein. Chacun apporte sa goutte d'eau à l'édifice. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt.